Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Ce matin, nous recevons le politologue Thomas Guénolé. Bonjour Thomas Guénolé, merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Avec moi sur le plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Bonjour et Fabien. David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez 30 minutes pour réagir, commenter. Posez votre question, je me ferai un plaisir de la retransmettre à notre invité. Alors, Thomas Guénolé, vous êtes politologue, ça tombe bien parce qu'on va parler beaucoup ce matin des régionales, du scrutin, des enjeux, des sondages, etc. Mais avant cela, on va revenir sur votre propre initiative, puisque vous avez hier adressé une demande au Conseil d'État d'annulation des élections régionales, excusez du peu, invoquant une faute morale et civique de Surtout si tenue ce scrutin. Mais oui, effectivement. Alors qu'est-ce qui se passe expliquez-nous, vous estimez qu'il y a un réel danger, c'est ça, pour les citoyens? D'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une idée d'un ami qui est avocat et militant des droits civiques qui s'appelle Jérémy Afan-Jacquard et qui m'a proposé de m'associer à sa démarche et j'ai accepté avec enthousiasme puisque je suis d'accord avec lui sur le fond, à savoir soit l'état d'urgence a été mis en place à cause d'une menace terroriste extrêmement grave sur tout le territoire, et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir des élections régionales pendant une menace pareille, et donc il faut attendre d'avoir fini l'état d'urgence pour organiser des élections régionales, soit les élections régionales peuvent se tenir, et dans ce cas-là, l'état d'urgence n'est pas justifié si nous sommes en mesure de tenir des élections dans un fonctionnement satisfaisant. J'ajoute qu'il y a un précédent, la fameuse loi de 1955, qui maintenant est assez célèbre. En même temps qu'elle crée la possibilité de l'état d'urgence et son cadre juridique, elle a aussi mis en place pour 6 mois, puis prolongé de 6 mois, l'état d'urgence en l'appliquant notamment sur le territoire de l'Algérie française. Je précise qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a considéré qu'il n'était pas possible d'avoir des élections libres et sincères sous une menace terroriste sur le territoire de l'Algérie française, et donc les élections qui étaient prévues en janvier 1956 ont été reporté en disant que ces circonstances exceptionnelles ne rendent pas possible la tenue d'élections libres et sincères. D'où la requête au Conseil d'État. Est-ce que ce n'est pas un peu un coup de com'? Parce que ces élections, elles ont déjà été reportées de 9 mois. Elles devaient avoir lieu au mois de mars. On crée des nouvelles régions au 1er janvier 2016. Si on reporte des élections, ça veut dire que on crée des régions sans exécutif. Alors, pour moi, constitutionnellement, c'est impossible. Pour moi, vous prenez le problème à l'envers, c'est-à-dire que si on a pu les reporter du fait d'un redécoupage territorial, la moindre des choses, c'est de les repousser. Une nouvelle loi pour les repousser. Non, en fait, le cas de force majeure vous permet de le faire par décret, en réalité. C'est du droit. À moins d'une semaine du scrutin, c'est un peu tard non, pour prendre une telle décision. Alors, sauf que le motif fondamental, c'est la menace révélée par les attentats du 13 novembre, et donc il était difficile, d'un strict point de vue matériel et pratique, et intellectuel d'ailleurs, de produire une requête qui tienne debout dans un délai aussi court. Alors, je précise que la requête en question a été déposée lundi à mi-journée et qu'elle est en cours d'examen par le Conseil d'État. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais quand bien même les chances, objectivement, que le Conseil d'État donne suite positivement à cette requête sont faibles pour des raisons politiques, c'est-à-dire à quelques jours du scrutin, il nous a semblé... Pour des raisons politiques. Voilà, enfin pour des raisons... Non, mais pour des raisons de faisabilité au sens... C'est pas au sens le Conseil d'État est une marionnette. Non, c'est pas ça, c'est juste que d'un point de vue pratique, ça paraît difficile à imaginer qu'il le fasse. Il nous a semblé, à Jérémy Afan-Jacquard et moi, qu'il fallait souligner à quel point c'est grave et absurde de maintenir des élections en pleine menace tellement grave qu'on a mis en place l'état d'urgence. Donc vous voulez démontrer qu'il n'y a pas d'urgence, en fait, que l'état d'urgence est exagéré. Soit il n'y a pas matière à un état d'urgence, soit il faut reporter les élections. Si on maintient les élections, quelle que soit la raison pour laquelle on maintient les élections, si on les maintient, ça veut dire qu'il n'y a pas matière à état d'urgence. Il faut être cohérent, c'est Kierkegaard, ou bien. Et s'il y a un attentat en avril 2017, on reporte la présidentielle à 2018. Alors attendez, vous parlez d'un attentat début avril? Mais un peu avant la présidentielle. Pas s'il y a attentat, c'est si l'attentat, la façon dont l'attentat se produit, comme c'est le cas actuellement où il a été révélé que manifestement on a un problème de passoire en termes de sécurité intérieure, si les attentats démontrent de la façon dont ils se produiraient, par exemple en avril 2017, que nous avons une menace extrêmement grave d'attentat à tout moment. Non, on ne réunit pas dans tout le pays des millions de gens, dans plein d'endroits qu'on ne peut pas sécuriser. C'est de la mise en danger de la vie d'autrui, et surtout c'est une atteinte au principe de sûreté,
C'est-à-dire que nous avons un droit à la sûreté qui est reconnu, excusez du peu, par la déclaration de 1789. Donc ça permet aussi de pointer, effectivement, y a-t-il matière ou pas à état d'urgence? La question est posée puisque nous avons des élections régionales, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Et surtout, ça permet de pointer aussi que il n'y a pas que les terroristes qui sont responsables du fait que des attentats surviennent. Il y a notre sécurité intérieure antiterroriste. Quand même, à un moment, à partir de... Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui a fait cette réflexion, et je suis d'accord avec lui là-dessus. À partir de combien de morts on peut mettre en question le fonctionnement de notre sécurité intérieure, de nos services de renseignement et du ministère de l'Intérieur? À un moment donné, quand on est un chef, on prend ses responsabilités par rapport au bilan qu'on a en matière de protection de la population. Sinon, on n'est pas un chef. Donc, j'imagine que vous ne faites pas confiance au bilan qui était tiré par les forces de sécurité, par le gouvernement, qui a considéré qu'il n'avait pas du tout de problème en matière de sécurité pour que ces élections se tiennent. Alors moi, évidemment, j'imagine que cette question a été déjà traitée par Cazeneuve, par Place Beauvau et par le Premier ministre. Moi, là-dessus, j'ai 2 choses à dire seulement. La première, c'est que je maintiens qu'il est urgent d'avoir une commission d'enquête sur les éventuels dysfonctionnements de notre sécurité intérieure en général, de nos services de renseignement en particulier. La force de la démocratie, sur les élections, la force de la démocratie libérale, sinon ça n'est plus une démocratie libérale, c'est d'être capable de regarder ses erreurs en face sans que jamais on objecte aux gens qui demandent des comptes. Circuler, il n'y a rien à voir. Et j'ajoute un second point qui me paraît important, c'est il y a un mécanisme de défense de la part de M. Cazeneuve et de la part des services de renseignement, etc. etc. C'est soit ils arrivent à arrêter les menaces, et dans ce cas-là, ils sont formidables, soit ils n'y arrivent pas et c'est qu'ils manquent de moyens. Donc moi aussi, j'aimerais avoir un boulot dans lequel, si je réussis, je suis un type formidable, et si j'échoue, c'est parce qu'il faut me donner plus de moyens matériels et humains. La posture est un peu facile, je trouve. À un moment, il faut savoir rendre des comptes. En même temps, quand les juges antiterroristes sont 7 ou 8 pour le pays, on manque de moyens, c'est ce que je vous dis. Clairement, on manque de moyens. Je suis entièrement d'accord, mais ça, c'est la responsabilité politique de la hiérarchie des juges qui sont sur le terrain, des policiers qui sont sur le terrain, des agents de renseignement qui sont sur le terrain. Vous ne m'entendrez jamais dire un mot négatif à leur sujet. En revanche, au niveau de la hiérarchie et des décisions politiques qui sont prises, il y a un manque de moyens qui est pointé par tous les acteurs qui sont sur le terrain, en particulier les policiers et les juges. Et ça, à ma connaissance, ça n'a toujours pas été réparé, alors qu'on avait déjà eu les attentats de Charlie. C'est pas comme si les attentats du 13 novembre tombaient vus de nulle part. On n'est plus dans la situation où, après les attentats de Charlie, vous aviez quelque chose où vous pouviez vous poser la question « nous n'étions pas à jour, nous ne pouvions pas savoir ». Non, là, on pouvait savoir. Il y a que 6 mois qui se sont écoulés entre les attentats de Charlie et aujourd'hui. On peut aussi entendre qu'il faille un peu de temps pour remettre les choses dans le bon sens. Là-dessus, alors, j'entends l'argument. Je ne suis pas d'accord avec cet argument parce que 6 mois, donc la moitié d'une année pour une des 10 plus grandes puissances mondiales, non, je ne trouve pas ça... Des choses ont été faites. J'entends l'argument, mais je ne suis pas d'accord. Des choses ont été faites. Il y a eu une loi renseignement, il y a eu des engagements budgétaires pour des recrutements, il y a eu 17 000 reconduites à la frontière, il y a eu 1 000 empêchés d'entrer sur le territoire, il y a eu des imams expulsés. Il y a une différence entre il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu des attentats déjoués. Il y a une différence entre il y a des choses qui ont été faites et les choses absolument indispensables ont été faites à temps. En l'occurrence, me semble-t-il, en matière de moyens matériels et humains, on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais je ne suis pas moi-même expert de cette situation, raison pour laquelle je fais partie des gens qui espèrent vraiment qu'on va faire vite une commission d'enquête, parce que le pire, c'est quand d'un côté vous avez un ministre de l'Intérieur qui vous dit « il n'y a pas de défaillance, fin de la discussion, circulaire, il n'y a rien à voir », et que pendant ce temps-là, un certain nombre de médias font leur travail d'investigation, d'interpellation, de questionnement, mais il n'y a pas de suite derrière, et donc ça reste de l'ordre de la discussion, mais sans qu'on ait un véritable processus d'investigation pour que les services en question, les appareils en question, les ministères en question rendent des comptes comme c'est normal dans une démocratie libérale. C'est ce qui nous distingue d'un régime totalitaire, c'est qu'on rend des comptes par rapport à ce qu'on a fait. Il y a des instructions en cours, c'est difficile d'avoir une commission d'enquête sur des instructions en cours. Pas si c'est sur les défaillances éventuelles des services de renseignement, des services de police et surtout de la hiérarchie, c'est-à-dire que si c'est sur les attentats, vous ne pouvez pas. Si c'est sur les éventuelles défaillances des services de renseignement, des services de police, si vous pouvez. Allez, on va passer au régional, mais avant cela, une question de Bernard qui nous demande est-ce que c'est pas reculer face aux terroristes d'envisager une annulation des élections? Alors, je ne parle pas d'annulation et Maître Afan Jacquard non plus, il est question simplement d'un report. Donc, il s'agit de les décaler de 1, 2 à 3 mois, le temps simplement de constater qu'il n'y a plus matière à état d'urgence. Je suppose qu'on ne sera pas... Ou alors, on nous explique que...
on est en état d'urgence, nous sommes entrés en état d'urgence perpétuel. Mon ancien prof de français en lycée dirait que c'est un oxymoron, mais nous sommes entrés en état d'urgence perpétuel et dans ce cas-là, il n'y a pas matière à reporter les élections, mais dans ce cas-là, également, nous devons le savoir. Si nous entrons dans une société sous un gouvernement de Patriot Act à la française, nous avons le droit de le savoir. Sur la loi renseignement, vous y avez fait allusion. La loi renseignement, c'est la technique de la surveillance de masse de la population. J'attire l'attention du public qui nous regarde sur un point. Quelle est la priorité en termes d'action? Est-ce que c'est de surveiller massivement toute la population ou est-ce que ce serait de couper les sources de financement de Daesh, quelles qu'elles soient, y compris qui achète son pétrole, qui lui fournit des armes et quelle famille de quel pays les sponsorise. En termes de priorité, on marche un peu sur la tête, me semble-t-il, mais je ne suis pas un expert. La réforme constitutionnelle telle qu'elle est envisagée, ce serait un état d'urgence permanent? Alors, apparemment, c'est une forme moins radicale de l'état d'urgence, mais qui serait constitutionnalisée. Donc, vous avez un certain nombre de personnes soucieuses des droits civiques, la Quadrature du Net, entre autres, mais pas seulement, qui disent que c'est une monstruosité. Moi, il me semble que nous allons vers une société qui, en fait, au nom de la sécurité des personnes, sécurité illusoire par rapport au fait qu'on ne peut pas empêcher des attentats par la surveillance de masse de la population, ça n'est pas vrai. Nous allons faire entrer un type d'état d'urgence constitutionnalisé dans nos institutions. Je rappelle aux gens qui ne seraient pas, ou j'informe les gens qui ne seraient pas au courant qu'état d'urgence, concrètement, ça veut dire affaiblissement colossal du contrôle du juge sur les pouvoirs de la police. Et donc, ce qui saute dans cette affaire, ce n'est pas les facilités de Daesh à entrer sur le territoire. Ce qui saute, ce sont nos protections à tous face à l'arbitraire policier. Et donc, dans la lutte antiterroriste, nous sommes en train, idéologiquement, de renoncer une par une à des valeurs fondamentales du pays. Je pense notamment au droit à la vie privée, qui est complètement bafoué par la loi renseignement. Et je rappelle que la vie privée est le droit qui est indispensable à l'exercice de tous les autres droits. Parce que vous n'avez pas de liberté d'expression, de liberté d'association, de liberté d'opinion si vous n'avez pas le droit à la vie privée, pour les gens en général, hein, mais il y a des professions aussi où c'est particulièrement sensible. On va finir. J'ai quand même prendre une question de Yves, qui nous dit qu'il c'était pas ce qui était prévu, mais c'est passionnant. Mais oui, mais il nous dit, vous vous rendez compte que vous mettez volontairement ou non les terroristes et la sécurité intérieure sur le même plan concernant la menace? Comment ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'invite les gens, c'est mis sur Internet derrière, donc les gens écouteront, à aucun moment je mets ça sur le même plan. Non, je souligne simplement qu'il y a des façons de lutter contre les terroristes qui posent d'autres dangers sur la population elle-même. Et donc, je ne suis absolument pas, moi, dans la démarche de rejet a priori de toute mesure antiterroriste. Cherchez plutôt une clarification. Voilà, demander des comptes, avoir une clarification, être vigilant sur le maintien de nos valeurs fondamentales, notamment le droit à la vie privée et la protection contre l'arbitraire policier. Il y a des dérapages dans les perquisitions qui, à l'heure où je vous parle, sont avérés et sont extraordinairement inquiétants. Et ça constitue une victoire idéologique des terroristes si nous partons dans cette direction-là, qui est contraire à la démocratie libérale traditionnelle. Vous voyez, moi, ce sont des opinions, tout ce qu'il y a de plus banal. Allez, on va passer au régional. C'est dimanche, on a déjà quelques sondages. Les derniers sont effectués par BVA ce week-end, dans toutes les régions, qui montrent une poussée du Front National. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce que c'est une crispation suite aux attentats du 13 novembre? Alors avant toute chose, en toute rigueur, je dois souligner qu'il y a des points faibles dans les sondages. Et il vaut mieux prévenir maintenant, comme ça quand on aura telle ou telle surprise dans le scrutin, on pourra dire, puisque c'est filmé, on vous avait prévenu qu'il pouvait y avoir des choses qui bougent. Alors voilà, d'abord quand vous avez un sondage sur 1000 sondés, ce qui est le cas de BVA pour les différentes régions, quand on est autour de 900 000 sondés, vous avez une marge d'erreur de plus-moins 3 points. Je simplifie, pour les gens qui s'y connaissent vraiment. Généralement, c'est redressé quand même. Pardon? Généralement, les sondages sont redressés. Ça fait quand même 3 points en réalité. C'est-à-dire vous avez c'est l'intervalle. Alors le terme technique, c'est intervalle de confiance des données à 90 ou 95%, et ça veut dire que vous avez une probabilité de 90-95% que le vrai résultat soit n'importe où entre plus 3 points et moins 3 points par rapport à la valeur affichée. Donc en français courant, ça veut dire que quand on vous met le type à 36, il y a 90% de chances qu'il soit entre 33 et 39. Donc si vous avez un résultat qui est affiché dans le sondage où le premier est à 36 et le deuxième est à 34,
En réalité, fourchette haute et fourchette basse, ça se croise. C'est ce qui est arrivé pour les sondages Jospin-Le Pen en 2002, où en fait ça se croisait en prenant en compte la marge d'erreur, la même qui était de 3 points, et donc vous vous êtes retrouvé avec Le Pen légèrement devant Jospin. Vous êtes en train de nous dire que là, les sondages n'ont pas vraiment tiré de conclusion sur ces enquêtes-là. Simplement, une région sur deux dans le sondage BVA sur lequel vous vous appuyez, ce qui est normal puisque c'est à la fois le plus complet et le plus frais, le plus récent, puisque c'est ce week-end qu'il est sorti. Dans une région sur deux, les écarts sont trop faibles pour pouvoir considérer que c'est fiable. Et donc, par ailleurs, il y a, alors je précise, il y a effectivement 2 régions pour lesquelles a priori le FN est donné gagnant, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et PACA, sauf que si on prend en compte cette marge d'erreur, ça peut être 0, ça peut être 4 en réalité. Donc, comme c'est vraiment dans un mouchoir, et comme il y a des grosses incertitudes sur le... Est-ce qu'on voit monter le FN suite aux attentats ? Alors oui, quand même, oui, parce que même en prenant en compte cette marge d'erreur, quand la progression annoncée est de l'ordre de 5 points, oui, il y a une montée qui est post-attentat. Après, la question c'est, est-ce que c'est une corrélation ou une causalité ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas de toute façon une montée du fait de thèmes d'actualité qui étaient omniprésents avant même les attentats ? Je pense notamment à tout ce qui est crise des réfugiés. Alors après, il y a un autre point aussi qui est important et qui fausse en réalité les résultats qu'on peut avoir dans les sondages. Donc je pointe tout ça, c'est pas, j'ai aucune intention de me planquer derrière les difficultés méthodologiques, je les souligne simplement par honnêteté intellectuelle. Le score change au second tour s'il y a ou pas désistement républicain des listes de gauche qui seraient arrivées 3e ou 4e. D'abord pour des raisons évidentes, il y a moins de listes, donc forcément les scores ne sont pas les mêmes, mais surtout, les transferts de voix, il y a une partie des voix qui seraient allées ailleurs que pour les 2 listes restées, qui partent au FN en réalité. Ça c'est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau, on l'a déjà constaté sur des législatives partielles, ce n'est pas nouveau. En simplifiant, pour vraiment aller à l'essentiel du diagnostic, à partir du moment où vous avez un Front National qui au premier tour des régionales est autour de 37, c'est-à-dire quelque part entre 35 et 40, même avec un désistement républicain, au second tour, il peut l'emporter de justesse. Voilà. Après, s'il n'y a pas de désistement républicain, a priori, il est en tête au premier tour, il gagne au second. Voilà en gros. Est-ce que les événements ne sont pas en train de resserrer les coudes en quelque sorte autour des grands partis, et est-ce que la conséquence, c'est pas le laminage des petites formations ? Alors, moi je pense que ce vers quoi nous nous orientons, pas particulièrement les régionales, mais de manière plus structurelle, et ça ne fait que confirmer cette division-là, c'est que nous avons finalement une vie politique qui se structure en 4 grands blocs, qui peuvent être des partis politiques divisés, mais c'est fondamentalement la même grande famille d'offres correspondant à une attente de la population, et donc la France est coupée en 4 en termes d'attentes fondamentales. Autour de 2 clivages, est-ce que vous êtes protectionniste et pro-réglementation sur l'économie, ou est-ce que vous êtes au contraire pro-mondialisation, pro-déréglementation ? Ça, c'est le premier axe. Et le second axe, c'est est-ce que vous êtes plutôt dans l'ouverture et dans l'identité républicaine sur les sujets de société, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la fermeture et la tradition et l'identité, disons, culturelle sur les sujets de société ? Alors, ça donne en gros 4 blocs possibles. Par exemple, le Front National, c'est un parti qui est fondamentalement protectionniste sur l'économie et traditionnaliste, voire réactionnaire, ça dépend des sujets, notamment l'IVG, sur les sujets de société. Le bloc de droite, lui, il est plutôt dans un positionnement qui est pro-mondialisation et pro-déréglementation sur l'économie, mais il est aussi défenseur des traditions culturelles sur les sujets de société. Vous voyez, le PS, lui, est en train de migrer vers libéral sur les sujets de société et libéral sur l'économie, quand on y réfléchit. Et vous avez une espèce de diaspora des partis politiques qui sont sur une offre progressiste sur les sujets de société et protectionniste sur l'économie. C'est M. Montebourg, c'est Mme Duflot, c'est M. Mélenchon, avec quand même d'énormes différences à l'intérieur d'un bloc, bien entendu. On ne peut pas mettre sur le même plan M. Montebourg ou M. Mélenchon. Non, je dis simplement que sur les fondamentaux, ce à quoi on a affaire, c'est la gauche qui dit non au programme économique européen. Et ça, c'est quand même quelque chose de structurant et qui est dans un état d'esprit d'ouverture sur les sujets de société. Alors que pendant ce temps-là, vous avez une autre grande famille de la gauche qui, elle, est sur les mêmes positions en matière de sujets de société, à la louche,
mais qui est pro-mondialisation et pro-déréglementation, et qui donc a un programme économique à peu près similaire. Si on revient sur les régionales, est-ce que dimanche soir, ce n'est pas la défaite de Nicolas Sarkozy qui risque d'être annoncée en fonction des résultats des candidats de droite? Alors, les résultats annoncés, oui bien sûr, les résultats annoncés sont tellement serrés qu'il peut très bien se passer une hypothèse haute pour la droite, et donc on constate, oh surprise, 8 régions sur 13 vont à la droite. C'est possible. En fait, ça passe. Parce qu'ils attendaient, c'était très serré. Le grand chelem. Oui. Par contre, mais ça peut se produire. Pas toutes, mais ça peut se produire. Donc, le scénario où la droite... Pas le grand chelem, mais ce que je veux dire, c'est que 8, 9, 10 régions, c'est possible encore. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement dans un mouchoir, en réalité, que on ne pourra même pas dire « Ah, grande surprise !» C'est ce qui sera titré, si jamais ça se produit, dans un sens ou dans l'autre. Si c'est 4 régions pour le FN, si c'est la gauche qui en garde 4, voire davantage, si c'est on dira grande surprise. Sauf qu'en réalité, les scores sont si serrés, d'une part, et d'autre part, les marges d'erreur sont tellement importantes qu'en réalité, il y a un éventail extrêmement large. Ce qui est certain, c'est que si l'hypothèse qu'on obtient, qui se confirme, est une hypothèse avec la droite qui aurait 5, 6 régions, oui, on considérera que c'est un échec. À partir du moment où le FN gagne une région, ça devient l'échec de Sarkozy. Je n'irai pas jusque-là. Je pense que si le FN gagne une région ou davantage, ce sera considéré comme un immense succès du Front National et une énorme claque pour François Hollande. Ce sera surtout présenté comme ça, à mon avis. Mais le nombre de régions pour Nicolas Sarkozy, par rapport à tous les scénarios possibles, ce qui s'oriente comme étant probable, c'est que par rapport à ce qui était annoncé, on partait sur vous allez voir qu'on va faire le grand chelem, a priori il va faire moins, et c'est Nicolas Sarkozy qui sera comptable de ça. Oui, effectivement. Si le FN est en passe de l'emporter dans X régions... Ça peut aller, apparemment ça pourrait aller jusqu'à 3 ou 4. Hein, oui. Ça peut aller jusqu'à 4, ouais. Si on en croit BVA. Quel doit être le comportement de la gauche dans un certain nombre de cas, de la droite dans d'autres cas? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des fusions, jusqu'à un retrait? Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs, certains politologues l'affirment, des valeurs qui sont plus importantes entre les Républicains et le PS que de laisser filer le Front National? Alors, soit vous me posez la question du point de vue du système de valeurs politique, et donc je vous réponds là d'un point de vue de la morale politique, si vous voulez, soit je vous réponds du point de vue de ce qu'en pensent les électeurs. Je peux vous faire les deux réponses, il faut choisir. Eh bien, allez-y. Donc, je vais commencer par les électeurs, c'est plus facile. Vous avez la majorité des électeurs de gauche, mais très largement, qui pensent qu'il faut de toute façon faire barrage au FN quand il est en situation de prendre des responsabilités quelles qu'ils soient. Et vous avez une part significative, à peu près la moitié des électeurs de la droite et du centre, qui pensent la même chose. Ça dépend des sondages, ça varie selon les sondages, mais à peu près la moitié. Donc, si on se base sur ce qu'en pensent les électeurs eux-mêmes, de la droite et de la gauche, dans le cas de la gauche, il n'y a même pas matière à discussion. C'est évident du point de vue des électeurs de gauche qu'il faut faire ce genre de choses, de manière très largement majoritaire. Il faut se désister. N'importe quoi, du moment que ça empêche le Front National de prendre des responsabilités. N'importe quoi, même s'il faut, je ne sais pas moi, organiser un défilé militaire de canards en plastique, si ça empêche le Front National de prendre des responsabilités, l'écrasante majorité des électeurs de gauche va vous dire parce que là, faisons ce défilé militaire de canards en plastique. Ça veut dire se désister des listes pour le second tour, là, alors vous avez mentionné avec raison 2 possibilités. Il y a le désistement républicain, c'est-à-dire les listes de gauche cessent d'être candidates et appellent à voter pour la droite, disparition du conseil régional, voilà, ou fusion des listes avec la droite. Sauf que pour fusionner, c'est comme pour un mariage, il faut être deux, être d'accord. Et donc, la droite, de son côté, a dit « nous concernant, c'est niette ». Alors, peut-être que ce discours changerait entre les deux tours des élections régionales. En toute rigueur, la fusion des listes républicaines serait l'option la plus équitable, en réalité. Alors après... Donc sur la question du point de vue de la morale politique, en fait, soit vous considérez que le FN n'est pas un parti républicain, et dans ce cas-là, il est parfaitement cohérent et même nécessaire et indispensable de faire n'importe quoi du moment que ça les empêche de prendre des responsabilités ou que ce soit vous considérez que le FN est un parti républicain au sens il entre dans le champ des partis défendant des valeurs républicaines, et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de lui faire barrage, vous voyez ? Voilà, donc c'est en répondant à cette question-là que vous avez la réponse à la question que vous m'avez posée. On va passer à... juste, excusez-moi, je fais une parenthèse, ça peut intéresser. Moi, je trouve ça amusant intellectuellement. C'est la position du Front National sur les régions, c'est qu'il faut les supprimer. Je ne sais pas si vous étiez au courant.
le Front National propose la suppression des régions pour transférer les compétences stratégiques à l'État et les compétences de proximité aux départements. Il propose la suppression de l'Europe aussi. Bien ça sûr. n'empêche pas Oui, non, mais ce n'est pas ça ma question. Moi, ma question, c'est la question d'après, c'est-à-dire que s'ils gagnent des régions, il va évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la tête des régions? Alors, soit ils sont cohérents avec leur programme et dans ce cas-là, ils ne vont rien faire à la tête des régions. Soit ils décident de gouverner les régions et dans ce cas-là, ils sont en infraction avec leur propre programme. Et si c'est ça qu'ils font, moi, ma question, c'est y a-t-il d'autres points de votre programme que vous avez l'intention de violer? Parce que je veux le savoir dans ce cas-là, en tant qu'électeur. Moi, ce n'est pas la question, effectivement, sinon c'est facile, sinon c'est juste une blague. Non, il y a une question sérieuse derrière. S'ils gouvernent les régions, le Front National, en les ayant gagnées, ils sont en infraction avec leurs propres propositions. Dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, c'est quelles autres propositions ont-ils faites qu'ils n'ont pas l'intention d'appliquer? On va rester sur le Front National et on va parler de l'initiative de La Voix du Nord, qui est un journal aussi, lui aussi dénonce le programme du Front National et on a beaucoup de questions là-dessus pour rien vous cacher. J'ai pris celle de Luc qui nous dit: ce type de parti pris n'est-il pas contre-productif? Quel parti pris en fait? Face à une candidate qui se présente hors système. En gros, faire une une et faire un dossier pour dire que le Front National n'est pas un candidat, le meilleur candidat pour la région et que ça soulève beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce que c'est pas rendre service à Marine Le Pen qui se présente anti-élite, anti-système? Pour moi, c'est pas la question en fait. Pour moi, un média, c'est pas un animal invertébré. Un média, ça a une ligne éditoriale. Et si dans votre ligne éditoriale, il y a des valeurs et que ce qui est contraire à ces valeurs, entre autres, c'est ce qu'incarne le Front National, vous faites une en disant qu'il faut faire barrage au Front National. Si au contraire, vous pensez que le Front National, c'est ce dont la France a besoin, vous, médias, vous faites une en disant « Vive Marine, votez Marine ». Et dans les deux cas, moi, j'y vois aucun problème. Ce qui me poserait problème à moi, ce serait d'avoir un média qui ouvre le robinet d'eau tiède en disant je ne sais pas moi, c'est la formule de Godard, je paraphrase, je ne me souviens plus exactement, mais c'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour les nazis. Vous voyez, à un moment donné, un média a une ligne éditoriale sur laquelle il y a des valeurs, c'est pas un problème de, comment dire, on peut être impartial dans le traitement de l'actualité tout en ayant des convictions en tant que média. Et ce n'est absolument pas incompatible. Vous voyez sur le fait journalistique, on vous a entendu, voilà. Mais sur le fait politique, derrière, sur l'impact que ça peut avoir sur le scrutin et sur les électeurs, en termes de perception, vous voyez, si vous posez la question du point de vue de l'efficacité par rapport aux objectifs de la Voix du Nord, parce que là, c'est pas la même, et là, donc, je me place du point de vue de la Voix du Nord. Je ne donne pas mon propre, on est d'accord. Même si, mais mon point de vue sur le Front National est de notoriété publique. L'enjeu fondamental des régionales, c'est la mobilisation différentielle. C'est-à-dire que, en moyenne, on va voter beaucoup moins qu'à la présidentielle, qui est l'élection reine, mais les électorats habituels de tel ou tel parti du paysage politique vont plus ou moins se démobiliser. Et donc, c'est une bataille entre partis. Celui qui va gagner, c'est celui qui va perdre le moins d'électeurs par rapport à son maximum de réservoirs, sauf le Front National qui, lui, j'insiste, gagne des nouveaux électeurs, contrairement à ce que j'entends souvent. Et donc, c'est pour dire que une ou une mobilisation de type La Voix du Nord, de type tel ou tel média, disant « Attention, nous estimons que nous n'avons pas la vérité révélée, mais nous estimons que le Front National pose problème pour telle et telle raison », ça a comme efficacité possible d'augmenter la mobilisation d'électeurs qui n'avaient pas l'intention d'y aller alors qu'ils ont l'intention de voter autre chose qu'FN. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens, ceci dit. C'est-à-dire que ça peut aussi surmobiliser, chauffer à blanc encore plus les électeurs qui comptaient voter FN, mais de mon point de vue, ils sont déjà chauffés à blanc puisqu'ils sont déterminés à l'emporter. Et c'est toujours un électorat, ces dernières années, qui vote beaucoup plus, qui se mobilise beaucoup plus que la moyenne. Me semble-t-il. Alors, autre région où le FN est en position de force depuis une quinzaine de jours, c'est PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça ne fait pas une quinzaine de jours, vous savez, j'ai grandi à Nice. Monsieur Perra, qui était ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen, il a déchiré sa carte du FN juste avant les municipales de 95. Il s'est présenté sans étiquette, il est passé au premier tour. On voit dans les sondages que Marion Maréchal gagne beaucoup de points depuis une quinzaine de jours. Et la question de Sandra, une internaute, Estrosi battu en PACA, ne serait-ce pas la preuve que lorsque le parti de Sarkozy se droitise et court après le FN, il perd? Alors, je ne parlerai pas de droitisation parce qu'il y a plusieurs droites. Il y a la droite libérale, la droite gaulliste, la droite lepénisée, si vous me passez l'expression, et la droite morale, c'est-à-dire la droite de type Manif pour tous.
vous voyez bien que si c'est la droitisation gaulliste, la droitisation morale, la droitisation lepénisée, c'est pas la même. Donc une ligne qui pour répondre à la question de votre internaute. Dans cette région aussi, parce qu'il est très à droite et que les Républicains pensaient que ça correspondait. Mais justement, selon que vous parlez de la droite gaulliste, libérale, c'est pas qu'une question de pinaillage, je précise, c'est qu'il y a une question politique derrière, c'est que c'est pas une droitisation. Donc là, on est sur une droite sécuritaire, identitariste, En fait, c'est une lepénisation, pour être parfaitement clair. Droitisation est trop polysémique. On parle de lepénisation. Christian Estrosi, effectivement, est sur une ligne de type Le Pen Light. Oui, c'est vrai. Je parle de Jean-Marie Le Pen. Si ça ne marche pas, effectivement, ça confirmerait la vieille antienne selon laquelle le lecteur préférera toujours, in fine, l'original à la copie. Effectivement. Après, il y a un vrai problème d'écartèlement pour la droite, si vous voulez. Parce qu'il y a à peu près la moitié de l'électorat de droite au niveau national, ça dépend des régions ensuite, mais au niveau national, vous avez à peu près la moitié de l'électorat de droite qui dit on ne veut jamais d'alliance avec le Front National et on ne veut aucune compromission avec le lepénisme. Je parle du lepénisme au sens Jean-Marie Le Pen, encore une fois. Et vous avez la moitié qui est là en train de dire sur l'économie, c'est n'importe... Je résume, je simplifie. Sur l'économie, c'est à peu près n'importe quoi, mais sur les valeurs, on a quand même des convergences et ils disent beaucoup de choses vraies. Et des alliances locales, dans un premier temps, pourquoi pas. Donc il y a cet écartèlement-là qui existe. La droite est écartelée sur les sujets de société, alors que la gauche est écartelée sur les sujets économiques, ce qui recoupe le clivage en 4 blocs dont on parlait tout à l'heure. Et de ce point de vue, une défaite par exemple d'Estrosi ou de Vauquier, ça aurait des conséquences. Ce serait Juppé le maire. Alors les conséquences seraient paradoxales, enfin pas paradoxales, mais pour Nicolas Sarkozy, pour son parti. En fait, ce qui serait probable dans ce cas-là, c'est que vous auriez, comme d'habitude dans ce genre de configuration, de succès ou de montée du FN, vous auriez ceux qui vous diraient, vous voyez bien qu'en fait on n'est pas allé assez loin dans la lepénisation, enfin ils n'assument pas, ils disent droitisation, et puis vous auriez ceux qui diraient, mais vous voyez bien que c'est une impasse, il faut vite revenir à nos fondamentaux républicains, et donc ça ne serait qu'un surcroît d'écartèlement en réalité. Et derrière la compétition entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé pour la primaire, derrière les ambitions personnelles, derrière cette espèce de Dallas, Nicolas est en rivalité avec Alain pour réussir, on se croirait dans la famille Abbott dans Les Feux de l'amour. En fait, derrière, vous avez quand même une question politique fondamentale, c'est pour ou contre la lepénisation de la droite sur les sujets de société. Alors, encore une fois, dans le langage courant, on dit droitisation, mais je maintiens que ça n'est pas clair et je suis sûr que tous les gaullistes de France sont d'accord avec moi là-dessus. Il nous reste quelques toutes petites minutes. On va les consacrer, parce qu'on a beaucoup de questions d'internautes là-dessus. Si vous voulez, je vous fais des réponses très courtes pour en prendre un maximum. À votre licenciement de RMC. Alors, ce n'est pas un licenciement techniquement, c'est la suppression d'une chronique, mais ça revient au même, j'ai été viré. En tout cas, vous ne travaillez plus sur cette antenne-là. Tout à fait. En gros, on vous a reproché d'avoir mis en cause l'organisation du fonctionnement de la BRI le jour des attentats. Ce qui est inexact, puisque j'ai en fait présenté les différentes accusations qui étaient dans les médias et qui s'accumulaient au fil des jours, mais moi-même, je n'ai accusé personne de quoi que ce soit. Et je terminais ma chronique en disant qu'il fallait une commission d'enquête. Et effectivement, j'ai été viré suite à ça. Donc ce n'est pas Bernard Cazeneuve qui a eu votre peau, alors, pour parler clair. Oui, parlons franchement. Franchement ? Alors franchement, j'ai une trace écrite dans laquelle on m'explique que depuis que j'ai fait ma chronique, qui a déplu sur le fond au ministère de l'Intérieur, vous avez ensuite le ministère de l'Intérieur et les services de police contactés par RMC pour venir sur le plateau de RMC qui refusent de venir sur le plateau suite à cette chronique. J'ai ça par écrit du directeur de l'antenne, du directeur de la rédaction de RMC, qui me l'explique, qui a eu l'honnêteté de me l'expliquer. Et vous avez par ailleurs, même pareil, c'est ce qu'il m'a expliqué par écrit, il y a aussi les sources policières habituelles des journalistes spécialisés RMC, par mécontentement, suite au mécontentement du ministère de l'Intérieur sur cette chronique, se taisent. Alors dans un cas, ça s'appelle un boycott, dans l'autre, ça s'appelle un embargo, et dans les deux cas, ça s'appelle une pression. Donc je veux bien, je ne crois pas une seule seconde que M. Cazeneuve a pris son téléphone pour dire à RMC « virez-moi cet imbécile », ça je n'y crois pas, mais vous avez là, de la manière la plus évidente et la plus claire, une pression. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce faisant, le ministère de l'Intérieur se comporte comme un annonceur publicitaire. Tous les médias connaissent ce problème. On fait quelque chose qui ne plaît pas à une entreprise ou à un groupe d'intérêt. S'il a un budget publicitaire dans ce média, il peut vous menacer de vous couper les vivres. Là, on vous coupe les sources d'information et les sources d'invités sur les faits divers, l'actualité policière, l'actualité sécuritaire, etc. Sauf que là, ce qui se passe et qui est extraordinairement grave, c'est que le ministère de l'Intérieur, finalement, a utilisé des méthodes d'annonceurs publicitaires. Et ça,
Bon. C'est extrêmement grave. En tout cas, ils ont manifesté leur mécontentement. Mon cas personnel n'est pas très important, honnêtement, j'ai d'autres activités. Mais ils n'ont pas demandé tout simplement le fait que vous annonciez à l'antenne un démenti ou que vous reveniez sur votre chronique plutôt que de vous virer. Je veux dire, on aurait très bien pu imaginer que le ministère de l'Intérieur vous dise, vous, Thomas Guénolé, suite à votre chronique, on va faire une cure de silence sur RMC jusqu'à ce que vous reveniez sur votre chronique, au lieu de vous expulser de la radio. Est-ce que ce n'est pas une solution qui est évoquée, ne serait-ce que par la direction d'RMC? Alors, il a été question, ça c'est quelque chose qui est sorti dans la presse de toute façon, donc je peux le dire, il était question de faire un correctif à l'antenne dans la chronique prévue le lendemain par rapport à la teneur d'une brève AFP, enfin pardon, d'une information AFP selon laquelle source responsable gouvernementale turque, sous anonymat, disant que concernant un des terroristes, la police turque a averti 2 fois la police française. Il était question de lire en fait un correctif à l'antenne. Alors avec un énorme problème, me semble-t-il, moi je ne suis pas journaliste professionnel, mais il me semble qu'il y a un problème, c'est que le correctif qu'on avait instruction de lire à l'antenne était présenté non pas comme la version du ministère de l'Intérieur répondant à l'AFP, mais une correction d'une information erronée de l'AFP sans mentionner source ministère de l'Intérieur. Il me semble que là-dessus, il y a un souci. Je peux me tromper, mais encore une fois, mais il me semble que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu un article très sévère du Monde ce week-end sur la faillite du renseignement français. Oui. Est-ce que vous maintenez la teneur de votre chronique? Alors, ce n'est pas moi qui maintiens la teneur de ma chronique, c'est tous les médias sur lesquels je me suis appuyé, tous maintiennent leurs informations, et aucun n'a reçu de démenti officiel du ministère de l'Intérieur. Donc des coups de fil, il y en a eu, on le sait, notamment à RMC, des coups de fil en off. En revanche, des démentis officiels par rapport aux informations que moi j'ai données, zéro. Voilà. Donc il y a un problème. Et moi, ma question, c'est, j'ai 2 questions. À combien de morts on peut considérer que le ministère de l'Intérieur doit rendre des comptes et qu'il doit y avoir des investigations transparentes sur les éventuelles défaillances et dysfonctionnements de notre sécurité intérieure en général, antiterroriste en particulier? Et 2, à quel niveau de pression du ministère de l'Intérieur sur les journalistes et sur les rédactions, on a le droit, 1, d'en parler, et 2, de leur dire de se calmer. Parce que moi, j'ai eu des témoignages derrière de journalistes, puisque quand ce genre de choses vous arrive, vous avez des gens qui vous parlent. C'est une habitude, en fait, du ministère de l'Intérieur, semble-t-il, d'après les témoignages que j'ai reçus moi, de passer des coups de fil à des journalistes quand l'article plaît pas, pour dire « mais non, c'est faux, en fait, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, mais c'est du off ». Et c'est pas du démenti officiel. Il me semble que c'est une pratique malsaine. Mais encore une fois, moi je ne suis pas journaliste professionnel, je me contente de rendre compte de ce qui s'est produit. Très bien, ce sera le mot de la fin. Thomas Guénolé, merci d'avoir été avec nous ce matin avec plaisir. Pour discuter de régional et d'autres sujets. Chers internautes, on se retrouve comme d'habitude mardi prochain, même heure, même endroit. D'ici là, restez connectés.